Et c'est même hyper bizarre de te lever un matin et de te dire je vais me filmer, je vais raconter ma vie. Sachant que quand tu commences, tu te dis ah putain, les gens ils vont me juger. La vérité c'est que les gens ils s'en battent les couilles. Faut vraiment pas faire du contenu en se disant ah ça va marcher. Ça c'est vraiment la pire phrase du monde. Très peu probable que vous n'ayez pas au moins un des amis qui nous connaissent et qui nous follow. S'il y en a un que c'est le cas, je lui paye une bière ce soir. Je me suis dit il se passe un truc. Gotta stay consistent. Hustlers, are you listening? We're the doers, we do what doers do. Grind every day and handle business. Entrepreneurs rising, we're not wasting time. Inspire, educate, entertain, that's the sign. More for the doers by doers. Unstoppable with shine. Ce soir, on reçoit Victor Apchi qui va nous faire un talk sur comment créer une audience forte et engagée. Mais avant de te laisser avec Victor, je tenais à remercier le partenaire de ce talk qui est Shine. Shine que tu connais déjà sans doute de nom vu qu'ils sont partenaires de Troforma. C'est le compte pro au service des entrepreneurs, des doueurs et des doueuses comme toi. Ils ont déjà réussi à réconcilier plus de 100 000 entrepreneurs avec leur compte en banque. Donc je suis sûr qu'ils vont pouvoir te chouchouter également. Avec Shine, tu vas pouvoir te libérer un maximum de temps pour te concentrer sur la chose la plus essentielle, ton business. Tu n'auras vraiment plus rien à gérer sur la partie bancaire et comptable. Shine s'occupe de tout. C'est sans engagement, l'ouverture de compte est ultra rapide et en plus le BG que tu vois ici, tu as négocié une offre de malade parce que grâce au lien que tu as retrouvé en description, tu vas pouvoir bénéficier de 3 mois qui te seront offerts. Donc tu n'as plus aucune raison de ne pas foncer. Et en plus de ça, c'est un énorme soutien pour le média. Merci à Shine, Juliette et Nico de nous faire confiance. Je te laisse avec le talk de Victor. Bon talk et bon visionnage. Tac, donc secret d'audience engagé en 2023 ou comment gagner des abonnés et de l'argent. C'est une petite blague, tout pour la moula. C'est faux, c'est clairement pas pour ça qu'on commence, mais c'est aussi quelque chose qui est intéressant. Aujourd'hui, la visibilité, ça se monétise. Et aujourd'hui, c'est mon travail. Et si vous le souhaitez, je vous souhaite que ça le devienne vous aussi. En tout cas, que ça vous apporte plein de valeurs, plein de possibilités et plein d'opportunités. Vraiment, aujourd'hui, je sais que ça fait flipper certaines personnes. Moi, je suis le premier, je détestais faire du fast cam. J'étais extrêmement gêné vis-à-vis de moi-même. Tu vois, t'es comme ça, t'es en mode ah, c'est gênant. Mais en fait, ça ouvre tellement de portes et ça permet aussi aux gens de t'identifier. Donc ça vaut le coup de commencer. Sachant que quand tu commences, tu te dis ah putain, les gens ils vont me juger. La vérité c'est que les gens ils s'en battent les couilles. Au pire du pire, tu fais du mauvais contenu, personne ne le regarde et les gens ils passent à côté. Donc il faut aussi se donner beaucoup moins d'importance. Et moi, c'est ce qui m'aide à faire du contenu. Aujourd'hui, je fais mon contenu comme si je parlais à 200 personnes. Et d'ailleurs, quand des gens me reconnaissent dans la rue, je suis toujours un petit peu étonné. Je suis en mode mais c'est bizarre, pourquoi vous me parlez? Tout ça pour dire que c'est important d'être spontané et de faire quelque chose de juste sincère. Et c'est ça qui fonctionne. Moi, je vais vous raconter comment j'ai commencé à faire du contenu sur les réseaux sociaux. Parce que c'est pas un truc qu'on nous apprend. C'est pas évident et c'est même hyper bizarre de te lever un matin et de te dire je vais me filmer, je vais raconter ma vie. Ça demande une sorte de déconnexion. On n'est pas trop poussé à faire des choses un peu proactives où on se met en avant. Ça peut être très vite mal vu, ça peut être très vite hyper cringe et on peut très vite être jugé pour ça aussi. Donc moi j'ai commencé parce qu'en fait un jour je me suis dit je vais prendre un billet pour une ville au pif en Chine. Quand je dis au pif, j'ai pris la moins chère. Littéralement je suis allé sur Google Flight, j'ai mis aller simple Chine et il y avait un billet à 300 € avec 5 escales, bien sûr un truc éclaté de ouf, pour une ville qui s'appelait Chongqing. Est-ce que des gens ont déjà entendu parler de Chongqing? Et bien c'est marrant parce que c'est une ville qui est plus grande que Paris. Et ça je m'en suis rendu compte quand je suis arrivé et que j'étais complètement perdu. D'ailleurs le premier jour quand je suis arrivé, je suis tombé malade. J'ai mangé des raviolis. J'ai mangé beaucoup de raviolis, j'ai mangé beaucoup de choses différentes et je suis tombé malade. Bref, cette histoire pour vous dire qu'un jour comme ça je suis parti en Chine et je me suis dit je vais traverser l'Asie à vélo. Des fois les gens me demandent pourquoi. J'ai pas trop d'explications, j'aime bien le vélo, j'aime bien le voyage. Et je me suis dit que ça serait, pour une année sabbatique, une aventure qui serait assez incroyable. Je pensais incroyable, je pense que le mot le plus pertinent, c'est plutôt galère de ouf. On peut le voir, donc ça c'est moi qui suis complètement mouillé, parce qu'en fait j'ai commencé dans le Sichuan, donc une région très montagneuse, où il pleuvait énormément. Moi je suis parti en Asie parce que je voulais du soleil, je suis très mal tombé. Les routes parfois, c'est pas incroyable. Donc là on voit un camion qui était tombé, sachant que des fois j'étais un peu à côté. Et bon, cette photo est un peu bizarre, mais en fait une des autres connaissances que j'ai apprises en arrivant en Chine, c'est que j'avais pas le droit de voyager comme ça à vélo. Et du coup je me suis fait très souvent arrêter par la police pour décliner mon identité et expliquer ce que j'étais en train de faire, ce qui est extrêmement difficile à expliquer avec Google Translate de Just for Fun, quoi. Malgré tout, cette aventure a été vraiment incroyable. Je pense que je peux te dire qu'elle a changé ma vie. Donc ça c'est mon parcours. Ça m'a pris 9 mois. J'ai fait Chine, Laos, Thaïlande. J'ai longé jusqu'en Malaisie, Singapour, très sympa, et ensuite l'Indonésie jusqu'à Bali. Bali, c'est le petit truc là. Qui est déjà allé à Bali ici? Pas mal de monde. Vous savez que c'est cool d'arriver à Bali parce que ça change du reste de l'Asie. Donc en fait,
ça, c'était un projet que j'ai fait pour l'envie de le faire. Le seul truc, en fait, c'est qu'après, j'étais en France, j'avais vécu ce truc incroyable, j'avais mes stories sur Instagram que j'avais partagé à mes 10 potes qui me suivaient, qui me disaient « t'es fou, rentre ». Et j'étais frustré, en fait. J'étais super frustré parce que j'avais vécu une aventure qui était dinguissime et j'avais partagé à personne. Et ça me faisait un peu chier. Franchement, je me disais « relou, qu'est-ce que je peux en faire ?» Et à ce moment, c'était 2020, vous savez tous, confinement, TikTok qui arrive sur toutes les plateformes, et moi qui ai beaucoup de temps libre, où je me dis, je vais essayer de raconter cette histoire sur TikTok. À l'époque, TikTok, c'était très mal vu. Je dirais que c'était... Quand je disais aux gens que je publiais des vidéos sur TikTok, j'avais beaucoup de mépris. Aujourd'hui, quand je dis que j'ai 2 millions d'abonnés sur TikTok, j'ai plutôt d'admiration. Donc, faut pas oublier que les choses changent. Et je me suis dit, je vais essayer de raconter, de partager un petit peu mon quotidien en Asie, avec une voix off, donc avec les rushs que j'avais pris. Et en fait, j'avais même plus les rushs de mon téléphone, c'était en archive, en story sur Instagram. Donc vraiment, les rushs les plus éclatés du monde, mais en tout cas, une vraie envie de partager cette histoire. Et ça a très bien marché, parce que ça, c'est ma première vidéo. Elle a fait 8 millions de vues. Elle raconte comment un chien m'a suivi pendant toute une journée. Est-ce que des gens l'ont vu par hasard sur TikTok? Ouais, c'est une vieille vidéo, il y en a quelques-uns, ok. Et là, je me dis, ouais, attends, 8 millions de vues, j'ai genre 150 000 abonnés sur ma première vidéo. Je me suis dit, il se passe un truc. Je me suis dit, il y a une opportunité, faut pas que je lâche. Du coup, ce que j'ai fait, en fait, à partir de cet instant, vu que j'avais plein d'histoires, je me suis dit, chaque jour, je raconte une histoire. Donc à l'époque, TikTok, il n'y avait pas d'OP, il y avait peu de créateurs, il y avait absolument personne qui parlait de voyage, notamment de voyage à vélo, parce que c'était le Covid. Et j'ai réussi à créer une audience. En fait, je me suis créé un automatisme où je me suis dit, aujourd'hui, je vais être créateur de contenu, je vais être influenceur, parce que j'ai cette histoire à partager et que ça compte pour moi, en fait. Et c'est comme ça que j'ai créé mon audience sur TikTok. Du coup, en revenant de ce voyage, j'ai créé mon audience, et là, c'est vraiment parti de manière exponentielle. Là, par exemple, la Réunion qui m'a payé, qui m'a une OP pour faire le tour de l'île à vélo, donc absolument incroyable. En fait, c'est le moment où tu dis, en fait, là, je suis payé pour faire un truc que j'adore, que je ferai clairement gratuitement. C'est vraiment une sensation de fou. Je suis parti en van avec Ford cet été, rencontrer des gens et partager leurs histoires. Et récemment, là, je me suis lancé sur un nouveau format, qui n'est pas de moi, hein, que j'ai repris d'un américain, qui est d'aller voir les appartements des gens et les maisons, parce que je trouve ça très drôle et extrêmement excitant. Donc en fait, de ce voyage à vélo, j'ai pu faire plein de choses, et le fait d'avoir maîtrisé le format vidéo, ça m'a ouvert 1 million de portes. Ça, je montre parce que je trouve ça intéressant. Les gens peuvent se dire, ah tu t'es fait connaître en vélo, donc fais du vélo et nous casse pas la tête avec d'autres choses. Pas du tout. En fait, j'ai développé une compétence qui est la vidéo, et maintenant je l'exploite, mais je la saigne dans tout ce qui est possible. Ah, ça c'est moi qui est content. C'est au moment où je suis arrivé sur la plage de Dakar, au Sénégal. C'était il y a quelques mois, j'ai fait Paris-Dakar à vélo. Et c'était un petit peu ma conclusion de la boucle narrative du vélo, parce que moi, Paris-Dakar, c'était un peu un rêve. Je rêvais de traverser le Sahara, notamment. Ça a été hardcore de fou. Je me suis fait des journées à 150 km dans le désert, à cramer dans le soleil. Mais voilà, c'est une aventure qui est folle et qui, vraiment, j'ai un autre visage qu'au début quand je suis en Chine. On peut voir que j'étais plus préparé. J'avais Decat en sponsor qui m'avait filé un vélo incroyable qui n'a pas crevé une seule fois d'ailleurs. Et c'est cool. Donc c'est un peu la fin de ma boucle et de mon histoire à vélo. Et du coup, la question que se posent plein de créateurs et que vous vous posez peut-être dans vos carrières ou dans vos mondes un peu artistiques, c'est on fait quoi après? Il y a toujours un moment où tu as fait le tour un peu de ce que tu aimes, mais tu sais pas trop où aller, tu sais pas trop dans quoi te lancer. Et moi, ma réponse, c'était ok, alors qui a déjà vu ce logo? Qui connaît un petit peu le guide ultime? Bon, la plupart des gens. Moi, ce que j'aime bien dire aux gens qui ont Instagram ici, ça marche en général, c'est que si vous allez sur le guide ultime, c'est très très peu probable que vous n'ayez pas au moins un des amis qui nous connaissent et qui nous follow. S'il y en a un que c'est le cas, je lui paye une bière ce soir. Et en fait, la raison, c'est qu'aujourd'hui, on est très présent, on a 750 000 abonnés, ce qui est le plus gros compte food et découverte de Paris. 750 000 sur Instagram, on est le plus présent, mais on est aussi sur toutes les autres plateformes. Et en fait, le guide ultime, c'est aussi l'histoire d'une rencontre. C'est avec mon associé Nora, et c'était l'envie de partager des adresses dans Paris. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, après le premier confinement, c'était un peu galère de voyager, de bouger, et moi, j'avais quand même envie de rencontrer des gens, de partager leurs histoires. Et c'est comme ça que je me suis lancé en faisant pareil, une vidéo par jour sur des restaurants à Paris. Le fait d'avoir fait une vidéo par jour, ça m'a fait gagner beaucoup de temps, parce qu'en fait, ça a permis au compte de vraiment exploser très vite. Et en fait, on a super vite eu 20 000, 30 000, 50 000, 100 000, 200 000 abonnés. Et une fois que tu es dans l'exercice, en fait, tu es un peu comme un sportif. C'est ton quotidien et tu le fais sans trop de problèmes, sans trop d'efforts et sans trop te poser de questions, ce qui est hyper important. De base, le guide ultime, on voulait en faire un bouquin. C'est vraiment moche, de ouf. C'était la première version. J'avais appelé ça Paris cool et pas cher. Je pense que c'est mieux que ça s'appelle le guide ultime parce que
c'est quand même plus sexy. Et pareil, finalement, au début, avant le compte Instagram, finalement, l'objectif, c'était de parler des restaurants. À l'époque, pour une raison un petit peu obscure aujourd'hui, je pensais que faire un bouquin papier, c'était la meilleure des solutions. Il s'avère que c'est pas trop le cas, que le mieux, c'est de faire un compte avec des petites vidéos. Mais en tout cas, ça, c'est pour vous montrer que le drive de base, c'était de faire quelque chose. Et finalement, les vidéos, le succès, c'est venu après une vraie volonté de partager des adresses. Alors, ça, c'est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, du coup, le guide ultime, c'était un petit bouquin. Ça grossit, on est une équipe de plus de 10 personnes. Cet été, le guide ultime, c'était un gros festival de street food. On a accueilli plus de 8000 personnes à la Cité Fertile. C'était sold out pour les gens et pour les restos, il n'y avait plus rien. Et c'est aussi incroyable de se dire qu'en fait, un petit projet, une petite idée peut aussi grossir. Et au-delà de l'influence, en fait, on s'est dit, on va utiliser la visibilité du guide ultime, pas pour promouvoir les restaurants des autres ou les événements des autres, mais faire notre propre événement qui est designé par rapport à ce qu'on veut. Et aujourd'hui, le guide ultime, c'est aussi donc c'est une société où on a plein d'abonnements, on a plein de produits, on fait des événements, on fait des OP, on fait de la stratégie. Donc finalement, on est vraiment devenu une boîte à 360 qui s'épanouit et fait plein de choses. Donc je dirais que le compte Instagram, l'influence, c'est trop bien, mais ça peut aussi être un tremplin vers des produits, vers des projets qui sont différents. Donc sur ces deux exemples qui sont assez différents, j'ai envie de revenir pour vous expliquer un petit peu comment vous aussi, vous pouvez créer votre audience. Qui aujourd'hui a une audience? Levez la main. Ok, il y a quelques personnes quand même qui auraient envie d'avoir une audience. D'accord. Qui a peur de s'exprimer face cam? Genre. Soyez pas timide. Ok. Qui a déjà commencé à faire des vidéos? Qui a du succès dans ses vidéos? Au moins une vidéo qui a fait plus de 50 000 vues. Ok, bah vous êtes... c'est marrant. Pour moi, c'est un succès quand même. La première question qui est hyper importante et qui peut évoluer avec le temps, c'est le quoi. De quoi tu as envie de parler? Il n'y a pas de bonne réponse à ça. C'est vous qui savez ce qui vous drive et c'est hyper important parce que c'est ça qui va vous donner la force tous les matins de vous lever. Faut vraiment pas faire du contenu en se disant « Ah, ça va marcher ». Ça, c'est vraiment la pire phrase du monde ou c'est ce que les gens attendent. C'est intéressant d'être sensible aux autres, mais dans tous les cas, si vous faites pas un truc qui vous plaît, qui vous drive, c'est pas les vues, c'est pas la visibilité qui va marcher. Moi, je connais des influenceurs qui ont des millions d'abonnés et qui sont extrêmement déprimés parce qu'ils ont l'impression d'être bloqués dans un contenu qui leur correspond pas et qui le font plus pour eux. Donc finalement, la démarche, elle est quand même assez égoïste de base. Je pense que c'est comme un artiste. En fait, tu es créatif parce que tu as un message à faire passer. Et c'est à toi qu'il faut que tu te trouves parce que pour faire kiffer les autres, il faut que tu te fasses kiffer toi, sinon ça va se ressentir. Ensuite, quand tu as trouvé de quoi tu as envie de parler, la question du comment. Le comment, il y a plein de manières. Moi, par exemple, j'ai cru qu'un bouquin, c'était une bonne idée. C'était pas le cas. Mais ça peut être aussi des podcasts, ça peut être de la vidéo longue, de la vidéo courte, des shorts, des YouTube, des TikTok. Il y a vraiment plein de manières de le faire et c'est important de se poser la question qu'est-ce qui me correspond le plus. Je pense qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de gens qui vont aller, par exemple, sur la vidéo, alors que le podcast, en fait, ça peut être hyper intéressant sur ce que tu veux faire. Ou, en même temps, dans le format, tu vas dire « Ah, moi, ce que je veux faire, c'est faire de la voix off ». Et en fait, tu vas te rendre compte que de la face cam, c'est beaucoup plus dynamique. Donc voilà, faut tenter les formats. Mais ça, on y reviendra un petit peu après. Et enfin, quand tu as compris le comment, tu as le où, qui est assez important aussi. C'est ton contenu, il existe, il est beau, il est prêt. Où est-ce que tu as envie de te focus? Aujourd'hui, ce qui marche bien sur les réseaux sociaux, c'est Snapchat, YouTube, Instagram et TikTok. Le format qui vraiment cartonne et que je vous invite à faire, c'est le format vertical. Je sais que des gens sont beaucoup attachés à l'horizontal, notamment sur YouTube, parce que historiquement, c'est ce qui fonctionne. Mais moi, j'ai vu YouTube récemment qui m'ont dit qu'en fait, ils n'ont jamais autant investi que sur une feature comme Shorts. Donc ça montre l'engagement et l'investissement de toutes les plateformes, comme Release, comme Snapchat, de vraiment faire du contenu vertical. Ce qui est trop bien avec le contenu vertical, c'est que vu que c'est un peu la guerre, en ce moment pour les créateurs, c'est trop cool. Tu fais un contenu et tu repostes partout. Et en général, moi, ce que j'observe sur mes réseaux, c'est que quand le contenu il est vraiment bien, en tout cas qu'il a une forme de viralité, il va un peu fonctionner partout. Donc ça vous fait gagner du temps de ouf, sachant que c'est vraiment cool de se créer un compte TikTok. Parce que TikTok a encore tendance à pousser les vidéos pour les gens qui n'ont pas d'abonnés. Parce qu'en fait, TikTok veut des nouveaux créateurs. Donc en fait, TikTok, artificiellement, va pousser vos premières vidéos. S'il y en a une qui va penser un peu virale, vous allez pouvoir avoir la chance de faire beaucoup de vues. Quand je dis beaucoup de vues, c'est plus de 50 000 vues sur un contenu qui sera intéressant. Qui a déjà commencé à faire des vidéos sur TikTok? Ok, et qui a observé déjà un petit boost de visibilité? Quand même, ok, d'accord. Donc ça montre que je raconte pas n'importe quoi. Donc ça, c'est au niveau du contenu. Après, ce qui va marcher, on va pas se mentir, c'est le fait de faire. Faire, c'est hyper important. Faire tous les jours, c'est un très bon exercice.
Moi, je vous conseille de vous lancer le défi de faire un contenu par mois, un contenu par jour pendant un mois, parce que ça change tout. Vraiment, ça te met une discipline, tu es comme un sportif, ça devient une habitude. Et si tu as trouvé un truc que tu kiffes, que tu aimes bien faire, je pense qu'il y a des très grandes chances qu'au bout d'un mois, tu as quand même des bons résultats. Ensuite, bien sûr, il faut tester, mais il faut se poser la question. Qu'est-ce qui marche pas, pourquoi? Il ne faut pas créer sans se poser de questions. Il faut vraiment analyser son contenu. Tu peux l'auto-analyser, c'est hyper intéressant, et tu peux aussi le montrer à des gens. Moi, ce que je dis souvent, c'est que les avis de tout le monde ne sont pas forcément les plus pertinents. Moi, précisément, ma mère a dit que c'est incroyable tout ce que je fais, donc j'évite de lui demander parce que finalement, j'avance pas trop. Mais c'est toujours hyper intéressant de se poser la question, et même moi qui fais des millions de vues, je me pose toujours la question de pourquoi ça marche pas, comment évoluer. Les choses bougent vite sur les réseaux, et il ne faut pas hésiter vraiment à se poser la question, à réfléchir. Et ensuite, c'est ce que je vous ai dit, pour finir, il faut charbonner. Une fois que vous avez trouvé quelque chose, que vous voyez une opportunité, je pense que tu le ressens, faut y aller à fond, faut vraiment donner tout ce que tu as, faut donner de la passion. Moi, je trouve que c'est cool de se prendre peut-être, si c'est possible dans vos tafs, un mois off, vous lancer à fond, voir si ça vous plaît. Mais en tout cas, faut se donner les moyens de réussir, parce qu'en fait, toutes les opportunités du monde, si tu charbonnes pas, tu peux passer à côté. Et moi, j'ai vu plein de créateurs incroyables avec du talent fou, qui n'ont pas assez charbonné, qui ne sont pas assez disciplinés et qui malheureusement ont arrêté faute de motivation. Voilà, c'est un peu déprimant, hein. Mais ça montre aussi que finalement la discipline et la force, enfin le travail, c'est essentiel. Même sur un travail qui peut paraître assez créatif, c'est le cas. Ce qui fait la diff, c'est le travail. C'est pas la créativité, ce truc un peu magique où tu es inspiré et un jour tu as une super idée. Et bah, écoutez, merci de m'avoir écouté. On va passer à la session questions-réponses et ensuite il y a des pizzas. Je sais que vous êtes aussi là pour ça. Ouais. Je pense que cette question, elle se pose après. La première question, c'est comment je fais des vues. Pour faire des vues, je vois plein de vidéos sur TikTok de gens qui disent pour percer, il faut faire ces 3 étapes. Souvent d'ailleurs, ces gens marchent pas trop, donc niveau légitimité, c'est pas forcément très ouf. Je pense que c'est intéressant de tester, en vrai. Il y a du bon à prendre, mais il y a quand même une manière créative. Et ce que les gens veulent, en fait, c'est votre un peu, ce qui vous rend un peu unique. Tu vois, c'est ça qui est important. Donc en fait, il faut trouver ça, et c'est plutôt là-dessus qu'il faut travailler. Je pense qu'il faut pas essayer de faire un truc trop méthodique, parce que les gens vont le ressentir. Et ils vont passer en fait finalement à côté de ta vraie valeur qui est qui tu es toi et ce que tu as d'unique. Moi j'ai 2 questions. Ok. Est-ce que les pizzas sont validées par le guide ultime? Ah, alors c'est Bricktop, c'est très très bon, donc premier degré, les pizzas sont validées par Guide Ultime, ouais. Nice. Et la deuxième question, c'est comment est-ce que tu passes du mindset à je suis un petit créateur, je crée du contenu juste pour moi, et maintenant je suis entrepreneur, j'ai 10 employés finalement. Bah, en fait, beaucoup de créateurs de contenu sont hyper entrepreneurs parce que c'est quand même des philosophies qui sont proches. Je sais pas si vous connaissez Gary Vee. Gary Vee, pour moi, c'est vraiment un exemple parfait. Tu vois, c'est le gars qui comprend le contenu et qui en même temps est très entrepreneur. Moi, c'est un truc qui m'a toujours passionné. Il y en a qui le sont pas du tout, donc je me force pas à l'être. Mais c'est toujours beaucoup plus intéressant de l'être parce qu'en fait, bah, tu vois, sur Guide Ultime, on vend des produits, on réfléchit de comment monter une société et tout. Bah, c'est une passion en fait. Donc c'est un truc que tu fais progressivement quand tu as des opportunités, qui est pas nécessaire. Tu peux être juste créateur de contenu, mais c'est quand même mieux d'avoir les deux casquettes. Qui ici se sent entrepreneur? Ok. Qui se sent juste créateur de contenu? Et une personne, tu es tout seul. Je dirais que tu as toujours été les deux finalement. Ouais, complètement. Et finalement, c'est ce que je dis souvent, j'ai été influenceur avant que le terme existe. J'adorais faire du contenu, créer, je faisais des posts sur Facebook, juste à l'époque personne ne regardait, tu vois. Mais c'était un peu cette envie de partager et de créer, quoi. Ok, donc ce monsieur a une marque de sauce piquante. J'ai dit ce monsieur, je sais pas du tout pourquoi, ça fait très officiel. Et du coup, ta question c'était, est-ce que je me mets en avant, tu es chef d'entreprise? Ouais, moi je suis micro-entrepreneur, Ok. je suis seul pour l'instant. Mais ouais, donc tu restes chef d'entreprise. T'es chef de ta propre entreprise. Tu vois, sur LinkedIn, t'aurais mis CEO of... Donc, t'as une boîte, t'es chef d'entreprise, t'es micro-entrepreneur, tu lances des sauces. Et la question que tu te poses, c'est comment personnaliser la marque. Est-ce que je dois me mettre en avant, sachant que peut-être il y a d'autres personnes qui rentrent, après c'est galère. C'est ça, ce qui est un risque en fait, au moment où le chef d'entreprise se sépare de sa boîte, de justement... Ouais, franchement, moi, je dirais le plus gros risque, c'est que les gens ils s'en battent un peu la race. Tu vois, le contenu, ils disent ouais, bof. Mais au-delà de ça, non, c'est forcément positif. Tu regardes genre Papépi sur LinkedIn, tu vois, ils le font très bien, ils incarnent beaucoup leur marque.
ou des choses comme qui va être mon associé. Tu vois, on est vraiment aujourd'hui dans le monde de l'incarnation. Et en fait, les consommateurs, et moi je vois très bien avec le guide ultime, ils en ont marre des grosses sociétés où tu sais plus trop à qui tu donnes ta thune. Tu vois, ils ont envie de relate avec des humains qui ont des projets, qui ont des envies, des ambitions. Donc je pense que ça sera forcément à ton niveau positif de partager pourquoi tu le fais, comment tu le fais. Et en fait, les gens aussi adorent les backstage. Tu vois, les galères de ce qui se passe et tout. C'est des super aventures. Et si tu aimes les vivre, je pense que tu pourrais aimer les partager. Dans le cadre du coup de la commercialisation d'une marque, il y a quelque chose d'un peu moins spontané. On est quand même là pour commercialiser un produit. On peut imaginer que du coup, c'est pas perçu de la même façon si tu fais du contenu juste pour partager en fait, tes passions. Alors ouais, la question de la spontanéité et de la pertinence, en fait aussi, tu vois, nous ce qu'on voit, c'est que toutes les grosses marques font genre Miskin, c'est des petits. Tout le monde essaye d'être un peu artisan aujourd'hui. Donc non, je pense que vraiment c'est dans l'air du temps de partager ce que tu fais, surtout si tu as un produit B2C, où en fait les gens ils ont envie de soutenir, tu vois, une démarche. C'est un truc qui est très réel aujourd'hui. Donc moi je te conseille de le faire, et nous sur le guide ultime en tout cas, ce qui cartonne, c'est vraiment quand on identifie la personne et pourquoi elle fait ce qu'elle fait. Le fait de se mettre en avant. Moi depuis toujours, mon père me disait une phrase, j'aimerais bien savoir si vous êtes d'accord avec cette phrase. Ouais. Pour vivre heureux, il faut vivre caché. Ah waouh. Ah, c'est compliqué. Ouais, tu me poses une question. En fait, quand moi, tu vois, j'incarne le guide ultime, mais je parle vraiment peu de moi sur le guide ultime. Les gens connaissent pas ma vie privée, connaissent pas ce genre de choses, parce que je suis narrateur au service d'une cause. Le guide ultime, on parle de bouffe. Moi, ma mission, c'est de faire découvrir les petits artisans de Paris. Donc en fait, j'incarne la marque, ça m'a apporté beaucoup de positifs, mais c'est pas demain que je serai dans People, machin, parce que les gens s'en battent la race, tu vois. Donc effectivement, moi je vois des influenceurs, des créateurs qui ont peut-être un peu cassé la barrière vie privée, vie publique, et c'est souvent extrêmement dangereux, et je pense que pour ton équilibre, il vaut mieux éviter. Par contre, te montrer, exister sur les réseaux pour une cause, pour une raison, un peu comme un présentateur télé, je pense que c'est complètement ok. Et je pense qu'il y a un truc aussi de nos parents, je sais pas, t'es de quelle origine ? Ok. Moi, mon père est égyptien, donc je connais un peu cette culture c'est pas très humble, c'est un peu bizarre, ça manque de pudeur de se montrer. C'est très culturel. Je pense qu'aujourd'hui, si tu le fais pour des bonnes raisons, ton daron il sera archi fier. Tu vois, il dit ça, mais si demain il te voit sur M6, comme le mien, tu vas dire ah ouais, franchement t'as bien fait, tu vois. Il faut le faire pour des bonnes raisons. Il faut pas le faire pour l'ego. Je pense que c'est dangereux, mais pour les bonnes raisons, je pense qu'il y a aucun souci et que c'est vraiment dans l'évolution du temps. Je pense qu'il dit aussi ça par rapport plus à son époque, tu vois, ce que lui a vécu. Tu vois, les générations de nos parents, c'est quand même un monde très différent. Aujourd'hui, tout le monde s'affiche sur les réseaux, donc c'est moins bizarre qu'à l'époque de la télévision ou des médias où voilà, il y avait un rapport avec la célébrité qui était complètement changé. Moi, je me considère pas du tout comme célèbre, je me considère comme gars qui fait des trucs vus sur internet, tu vois. C'est quoi ta plus grosse problématique en tant que créateur de contenu ? Je pense que ça a été de me renouveler. On voit beaucoup de gens qui percent sur un sujet, notamment sur TikTok, et en fait, tu vois, au début, tu perces, ça monte, c'est incroyable, c'est la fête et tout le monde contacte, et après, tu vois, ça descend, et après, tu tombes. Et en fait, quand tu regardes la carrière d'un créateur aujourd'hui, ça peut être genre, ouais, il perce, c'est incroyable, et il reste au top. Il va percer, il va se faire un peu oublier, il va remonter, il va rester, il va baisser comme ça. Et en fait, quand tu es là, il faut que tu acceptes que tu auras des hauts et des bas et que tu aies cette vision, parce que sinon tu vas avoir euphorie, dépression, et tu vas avoir une santé mentale complètement instable. Donc ouais, je pense que quand j'ai fait ça, me dire, mais j'ai eu de la chance parce qu'en fait j'ai commencé TikTok assez tard, c'est ok, je suis créateur, j'adore ce que je fais, ça va remonter. Avoir confiance en le futur, c'est trop important. Tu as créé le guide ultime, est-ce qu'il y a une étape étude de marché ? Tu testes directement ? Pas du tout. Non. Le guide ultime est né parce qu'il y avait une opportunité. On devait vendre le bouquin. J'ai fait une vidéo sur Instagram et en fait la vidéo a cartonné. Et là je me suis dit opportunité. Je fais des vidéos tous les jours je vais bouffer au resto. J'ai bouffé dans 300 restos à la suite. Ouais. Et j'ai pas pris 1 kilo. Donc ça fait pas grossir de manger au resto, c'est un mythe. Et après en fait tout est venu par opportunité. Moi j'étais focus sur faire du bon contenu. Mon associé, j'ai la chance d'avoir une associée qui m'a beaucoup aidé sur la partie structuration business. Et après, finalement, les clients sont venus sur notre abonnement parce qu'on avait créé une audience. Les marques sont venues parce qu'on avait créé une audience. Mais en fait, le problème, c'est que si tu te prends la tête, tu vois, tu dis business plan, machin, tu fais rien et une fois que tu te lances, ça se plante et tu as mis tellement d'énergie et de volonté que tu es dégoûté et tu n'es pas prêt à retenter un nouveau projet. Donc moi, je pars plutôt de l'opportunité pour créer un business. Ouais. Ok. Je voulais savoir quel logiciel vous utilisez pour faire les vidéos. Moi, je suis sur Premiere Pro. Je suis team ordi. Je pense que si vous... Ils sont contents derrière parce qu'ils sont aussi sur Premiere Pro. Les bros Premiere Pro, comme on les appelle, on insecte. C'est trop bien parce qu'en fait, tu peux aller beaucoup plus loin et être beaucoup plus efficace. Et puis, ça t'enlève de ton téléphone. J'essaie de passer un minimum de temps sur mon téléphone. D'ailleurs, j'ai téléchargé OneSec. Je sais pas si vous connaissez. Ouais, vous connaissez. C'est trop bien. C'est une appli. En gros, dès que tu ouvres un réseau social, tu es obligé d'attendre 7 secondes pour aller dessus.
Et si comme moi vous êtes un peu addict au réseau, ça te casse tout. Genre au bout de 2 jours, t'es en mode ok, en fait flemme d'attendre et tu vas plus sur les réseaux. Mais ouais, donc je conseille de bosser par ordi, je conseille d'apprendre Premiere Pro. Néanmoins, aujourd'hui t'as genre CapCut, un très bon logiciel que plein de gens utilisent, CAP, CUT, et en fait tu peux monter directement sur ton device, et aussi en fait il n'y a pas de différence vraiment en termes d'impact et de résultats. Je monte des rushs d'iPhone, c'est hyper important d'essayer de rester organique. Moi je vous conseille vraiment de filmer avec votre téléphone, et c'est plus ou moins prouvé que finalement iPhone marche mieux. Alors je sais pas si c'est parce que les gens qui investissent dans des iPhones font des meilleures vidéos, mais dans le doute c'est une excellente qualité iPhone, donc je recommande, même si je viens de faire une pub pour Google Pixel, mais vous le répéterez pas. Et sinon ouais, donc ça marche très bien sur téléphone. Donc voilà, si vous voulez tenter, si le montage vous fait peur, commencez sur téléphone, et après si vous voulez passer à next step, c'est super de maîtriser Premiere. T'avais une autre question, non? C'était Ouais, c'était est-ce que vous avez payé pour la visibilité Non, j'ai jamais payé pour du contenu, donc tout full organique. Parfois, tu fais des OP pour des marques et après, les agences payent pour booster le contenu. Mais je vous déconseille de payer parce que je pense que si tu commences à payer, en fait, les réseaux se disent ah, cette personne est un client, et peut-être qu'il pousse un peu moins de ton contenu. Donc non, en fait, c'est pas un shortcut de payer, il faut faire du contenu viral. Après, tu peux booster, mais moi, je suis full organique et je pense que c'est ce qu'il faut tenter en tout cas en début. Je crois qu'on a une question tout au bout là. Salut. Il y a beaucoup de gens qui ont peur en fait du temps que ça prend. Ouais. Dans les Reels. Je recommande un temps limite de création par jour par exemple. Bah après, tu vois, genre sur le guide ultime, au début, les vidéos, elles me prenaient peut-être 3 heures à faire en tout. Là, elles me prennent une demi-heure. Donc en fait, tu as un truc avec la discipline en faisant, tu vas débloquer des automatismes, tu vas comprendre ce que tu fais, et ce qui fait qu'au bout d'un moment, tu peux vraiment les charbonner et les enchaîner. Ça va te prendre du temps, mais c'est pas... En fait, je pense qu'il faut pas voir ça comme un problème. Faut trouver le plaisir dans la création qui fera que ça sera le moins relou possible. Et souvent, moi, ce que je me dis, c'est que si je commence à monter et que c'est vraiment giga relou, bah c'est pas que ça sera une bonne vidéo, tu vois. T'as quand même l'excitation, et il faut garder ça un peu, la magie et l'envie de sortir ce contenu. Je me limiterai pas non plus sur le nombre d'heures, hein. Je me limiterai sur la frustration. Je pense que si au bout d'un moment c'est trop chiant, ça vaut peut-être le coup de faire des pauses. En général, le moment le plus chiant, c'est un peu le montage, tu sais, parce que c'est le moment où tu es devant ton ordi et tout. Mais tu vois, quand tu filmes, quand tu racontes l'histoire, quand tu vas voir les gens, déjà si t'as pas le kiff, tu vois, si après le tournage t'as pas le kiff et l'envie de te dire putain, j'ai envie de raconter cette histoire, je pense que tu vois, c'est surtout là où il faut que tu fasses un effort. Et ce qu'on dit souvent, et je pense que c'est très vrai, c'est le plaisir du processus. Le résultat, c'est très cool. Mais moi, au fond, pendant des années, c'est ce que je disais sur Facebook, je faisais des posts un peu éclatés pour mes 3 potes et j'étais content, tu vois. Et en fait, c'est le processus qui est important parce que si tu cherches le résultat, tu vas être frustré, tu vas te fatiguer, tu vas te démotiver. Ouais. Quels sont tes conseils pour les gens au manque d'inspiration? Un manque d'inspiration? Bah, copier des Américains. Ça marche super bien sur les réseaux. Non, mais c'est une bonne question. S'inspirer des autres. Moi, ce qui fait que ce que je fais fonctionne, je pense, c'est que mon point de départ, c'est très souvent les autres. Ça va être les histoires, ça va être les gens que je rencontre. Des fois, quand je fais des témoignages, je vais voir des gens dans la rue et je leur pose des questions. Et en fait, c'est ce que je vais sortir de ça qui va m'inspirer. Quand je vais dans un resto, en général, je connais pas grand-chose, je me suis un petit peu renseigné quand même, mais c'est sur la personne, sur sa nourriture. C'est ça qui va m'inspirer en fait. Pour moi, le monde est une source inépuisable d'inspiration. Essayez au minimum d'être dépendant de ce qu'on appelle la feuille blanche. Tu vois, d'être là qu'est-ce que je vais raconter aujourd'hui? J'ai l'univers de possibilités, mais je sais pas quoi faire. Et te dire qui est-ce qui m'inspire, qu'est-ce que j'ai envie de partager et qu'est-ce que moi j'aurais envie de voir sur les réseaux. Et sinon, le LSD, c'est pas mal. Est-ce que c'était une blague? On ne saura pas. Vas-y. À partir de quel moment on commence à gagner de l'argent et sous quelle forme en fonction des plateformes? Alors concrètement, je pense que tu peux commencer à bien vivre que si tu as 100 000 abonnés sur TikTok, 50 000 abonnés sur Instagram, peut-être 50 000 abonnés sur YouTube. Ça dépend vraiment de ta niche. Par exemple, je sais pas si vous connaissez Antoine BM. Ouais, il y a quand même beaucoup d'acquiescements. Antoine BM, c'est pas un gars qui a une communauté gigantesque. Par contre, c'est un gars qui parle de formation et qui vend des formations et du coup qui vit très très bien parce que finalement, il a une bonne conversion client-abonné. Donc vraiment, tous les abonnés se valent pas, tu vois. Si tu fais des vidéos de danse, j'ai absolument rien contre. Tu auras beaucoup plus de mal à vendre des produits. Si tu fais des vidéos qui apportent de la valeur sur une expérience incroyable que tu as, ça va être plus simple. Tu disais tout à l'heure que tu connaissais des personnes qui ont fait plusieurs millions d'abonnés mais qui étaient un peu déprimées parce qu'ils étaient bloqués dans leur contenu. Ouais. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé et est-ce que tu crains que ça t'arrive un jour que ton contenu colle à la peau et que tu vas changer? Ouais, la question super deep. Alors, c'est une réalité. Hein. Ouais, malheureusement, je connais beaucoup de gros créateurs, je ne citerai pas des noms, hein, mais des gens vraiment
dans le top créateurs qui ont du mal parce qu'en fait, comme j'ai dit, c'est toujours remettre un peu en cause, en question ton statut. Tu refais une vidéo, tu sais pas à quel point ça va marcher, tu sais pas à quel point les gens vont s'engager. Donc c'est complexe. Moi, la façon dont je vis, c'est que je dis souvent que je suis un petit peu... J'ai déjà fait le deuil de ma carrière de créateur. Je pense que ça sera éphémère dans tous les cas. Vu que j'adore l'entrepreneuriat, en tout cas, je vais pas m'y attacher, tu vas m'accrocher un peu comme Madonna avec sa carrière de musique. Désolé Madonna, j'adore ce que tu fais, si tu nous écoutes. Mais se dire, ouais, ça va durer un temps, et si à un moment ça marche plus, c'est pas grave, je passerai à autre chose. Après, sur la partie se renouveler, moi j'ai fait n'importe quoi sur mon compte TikTok. Vraiment, tu vois, des voyages à vélo, des rencontres d'inconnus, de la bouffe, enfin, aucun rapport. Et ça a toujours marché, parce qu'en fait, si tu changes, mais que tu kiffes, je pense que les gens sont aussi là pour kiffer, donc en fait, ça marche mieux. Je pense que ça marche beaucoup mieux de faire des trucs qui n'ont aucun rapport, qui restent dans tes nouveautés et dans tes inspirations, que juste faire la chose pour laquelle les gens te connaissent. Parce qu'ils sont là pour suivre toi, et ça dépend pas. Alors, non, pas totalement, parce que tu sais, TikTok, en fait, la plupart des gens qui voient tes vidéos te connaissent pas. Pour marcher sur TikTok, il faut être dans les pour toi, tu vois, donc c'est l'algo. Donc en fait, non, ça serait mentir que dire oui, les gens sont là pour moi, tu vois. Je pense que je fais une vidéo éclatée sur TikTok, elle fait pas de vues. D'ailleurs, ça m'arrive parfois. Donc non, si tu fais du bon contenu, il sera vu, et si t'as plus d'idées, prends des pauses, réfléchis, va vers d'autres pistes, et le monde est grand et riche, donc il y a plein de choses à explorer. Ouais. Tu penses du format plus contenu éducatif entre guillemets qu'on peut avoir sur TikTok? Est-ce que selon toi, c'est quelque chose qui marche? Ouais, ça marche à fond. Alors TikTok adore et pousse à fond. TikTok Academy, ils sont trop fans et dès qu'ils font une conférence, ils sont là genre ouais, nous, tout ça, l'éducatif, on adore. Donc ouais, c'est un truc qui intéresse et en plus c'est de la valeur et c'est un truc que les gens regardent. Il y a notamment, j'ai vu des comptes américains où ils faisaient des maths, tu vois, et le truc il fait genre des 10 millions de vues pour des exercices de maths. Et moi je me disais mais wesh, tu vois. Donc ouais, non, l'éducation, ça a beaucoup de valeur. Apprendre des choses aux gens, les gens ils kiffent. C'est vraiment dans l'air du temps. Je vois pas mal de gens bien marcher là-dessus, donc il y a un très très beau marché. Donc go for it. Même si, tu vois, c'est marrant parce qu'on peut se dire ah c'est un peu chiant. Et en fait, non, les gens ils kiffent parce qu'ils apprennent des trucs et les gens adorent apprendre. Est-ce que tu as déjà prospecté pour des restaurants pour leur vendre tes services? Ouais. Si oui, c'était quoi tes arguments pour les convaincre? Surtout tes débuts. Ouais, alors, très intéressant, je pense qu'on s'est fait contacter par plus de 1000 restaurants pour qu'on leur fasse des vidéos. On est harcelé de messages de restaurants, de DM, machin. Il y a même des gens qui... Ouais, des fois ça va très très loin. On fait pas payer les restaurants, c'est pas notre modèle, parce que nous on a un guide, et du coup il faut qu'on soit objectif. Nous notre modèle c'est de dealer au restaurant, moitié prix sur leur carte, donc ça va être un abonnement VIP que nous après on va vendre à nos abonnés. Et du coup pour ces deals VIP, c'est nous qui allons voir les restos. C'est super rare que des restos nous contactent et qu'on dise ok on fait une vidéo. C'est vraiment nous qui allons voir les restos et on leur dit félicitations, vous êtes appréciés par le guide, donc on va tester anonymement. Est-ce que vous voulez faire partie du deal? En général, ils disent oui parce que ça leur coûte 0€. Et si ils leur disent non, on leur fait quand même du contenu. En fait, à tes débuts, quand t'es pas connu, tu peux pas vendre des produits. Hein. Ouais, mais en fait, très vite, par contre, tu payes plus. Parce que dès que t'as 5-10 000, eux, tu vois, 2 places, ça leur coûte pas grand chose. Et si tu les contactes et tu leur dis je vais faire du contenu, même si t'as pas d'audience, en fait, ça leur coûte tellement peu et c'est potentiellement de la valeur qu'ils sont complètement OK à l'idée de t'offrir la nourriture gratuite. Qu'est-ce que tu en penses du rapport interaction, niveau like, commentaire, mais pas augmentation de nombre de followers? Ah, vrai sujet. Aujourd'hui, le rapport sur le contenu a beaucoup évolué et tu peux faire des millions de vues sans que les gens s'abonnent. Parce qu'en fait, les gens voient ton contenu sur un feed, que ce soit Insta ou TikTok, et en fait, vu qu'ils savent que c'est un algorithme qui va décider, ils font moins l'effort proactif de s'abonner. Pour ça, il faut essayer d'être un peu plus reconnaissable dans ce que tu fais et qui tu es, et espérer que tu apportes suffisamment de valeur pour qu'à terme les gens s'abonnent. Mais c'est effectivement un nouveau défi parce que c'est beaucoup plus dur d'avoir des gens qui s'abonnent que faire des vidéos qui marchent. Après, si t'as pas tant d'abonnés que ça, mais que tes vidéos fonctionnent, eh bien les gens vont quand même te contacter parce que ça reste le plus important. Voilà. Ouais. Tu parlais de la diversité de tes contenus. Ouais. Tu disais que sur TikTok, c'était pas forcément gênant. Ouais. De publier des choses différentes, voyage à vélo, de la food, d'autres choses. Ouais. Est-ce que tu n'as pas eu peur à un moment donné aussi de perdre une partie de ton audience sur d'autres réseaux, peut-être sur Instagram? Ouais. Des personnes qui étaient passionnées par le voyage à vélo, Ouais. produisant d'autres contenus. Alors Insta c'est un petit peu différent. Insta les gens sont quand ils s'abonnent, tu vois, il y a vraiment un attachement. Et d'ailleurs tu as beaucoup de désabonnements sur Insta. Et si je pense que j'ai sincèrement déplu à une partie de mon audience. Et à chaque fois que je fais genre un gros voyage à vélo et que je reviens, les gens ils m'écrivent en mode ah, c'est quand c'est très, très intéressant tes visites d'appart, mais quand est-ce que tu repars à vélo quoi. Et si c'est très possible que je déçoive des gens qui se désabonnent, mais en fait je fais ça un peu avant tout pour moi, pour kiffer, pour partager ce que je kiffe. Donc en fait je suis désolé pour ces gens et je pense qu'ils trouveront leur bonheur autre part. Moi j'ai continué à kiffer et à essayer de faire kiffer des gens sur la route quoi. Est-ce que je pense qu'on perd quand il y a une
Ouais. Si on se met à poster en anglais, notamment si on est créateur de contenu voyage. Ah, intéressant. Alors c'est une histoire qui est assez drôle. J'avais mis en story aux gens, est-ce que vous parlez anglais, est-ce que vous comprenez l'anglais? Et les gens m'ont dit oui, bien sûr et tout, 95% de oui. Et en fait, quand je publie la vidéo elle bite de ouf. Je pense que c'est le pire bit de ma chaîne. Parce qu'en fait, effectivement, quand tu as une audience française, francophone, ça marche pas trop de parler anglais pour plein de raisons. Je pense notamment, la première raison, c'est qu'en fait, les gens qui comprennent pas, ils vont swipe. Donc ça va envoyer message à Instagram de ce contenu n'est absolument pas intéressant. J'avais fait parce qu'en gros, c'est l'ami d'un ami qui est retenu en Afghanistan, qui est journaliste. Et du coup, je m'étais dit, parler en anglais, ça va permettre de toucher le plus de gens possible. Et en fait, il s'avère que c'était pas une très bonne idée. Donc, ouais, en fait, il y a aussi le cas du Rire Jaune. Rire Jaune, donc, qui s'est fait connaître dans des vidéos francophones et qui s'est dit, je vais faire le switch en anglais parce que cette théorie était pas conne. En fait, le marché américain anglophone, il est gigantesque. Sauf qu'en fait, il a perdu son attachement des Français. Et c'est devenu un peu une goutte d'eau dans le marché américain. Et a priori, je pense pas qu'il va réussir vraiment à percer ce marché. Donc non, je pense que si ta langue native c'est français, parle français, tu peux aussi partir sur une carrière en anglais, mais je pense qu'il faut faire un choix. C'est bien de faire un choix au début. Moi je connais un français qui cartonne, qui s'appelle French Guy Cooking, je sais pas si vous connaissez. C'est un gars qui fait des millions de vues sur YouTube, il doit avoir 1 million d'abonnés et qui marche très très bien. Mais lui c'est un gars qui cuisine, qui est français, qui habite à Paris et qui s'est dit dès le début, ok, moi je vais être le français qui parle anglais et qui s'adresse à des Américains. Donc voilà, c'est un choix pour moi qui est plus complexe, qui est pas forcément le plus intelligent et qui moi, en fait, tu vois, vu que j'habite à Paris en France, c'est trop bien de toucher des Français parce que c'est là où j'ai le plus d'opportunités. Et c'est aussi des marques qui m'ont dit, nous on bosse pas avec des anglophones parce qu'en fait on s'en fout, tu vois. On a un budget France, on va bosser avec des Français. Le budget US, il va partir aux US, il va pas partir aux francophones qui parlent anglais. Donc en fait aussi d'un point de vue business, c'est à mon avis moins intéressant. Comment est-ce que tu fixes le prix des OP que tu fais? J'adore cette question. Et quels sont les critères qui font que tu acceptes une OP? Ouais, moi j'ai un truc, c'est très géométrie variable, c'est en fonction de à quel point j'ai envie de faire l'OP. Et des fois c'est marrant parce que je mets des prix très hauts en me disant vas-y, flemme, c'est nul, je vais pas le faire. Et après ils font ouais, ok, très bien. Et je pars sur des OP qui sont un peu chelous, qui sont jamais bien sûr des OP que j'ai pas fondamentalement envie de faire. Tu vois, si c'est pas dans mon éthique, je dis non tout de suite. Tu vois, je vais pas prendre le risque, je sais pas, de faire un contenu pour Russie. D'ailleurs, c'était vraiment le cas, ils ont contacté des agences avec des gros budgets pour faire des contenus pour dire que les Russes étaient sympas. Donc j'ai un peu la géométrie variable de à quel point j'ai envie de faire le projet. Et après, j'ai mon bottom qui est je ferai pas en dessous de ça. Ça, c'est mon prix un peu fixe. Et je me donne quand même un petit écart type en fonction de à quel point le projet va me prendre du temps, de l'énergie et que je sais qu'il va être galère. En général, les créateurs de contenu, ils se dévalorisent à fond. Une marque qui te dit OK, quand tu proposes ton budget, c'est que tu n'as pas bien négocié. Une bonne négo, c'est que tu sens que tu arrives au point où c'est un peu limite et c'est là où tu joues. Et c'est le jeu, la négociation dans les contrats, sachant qu'en plus, si on te contacte, c'est qu'on a envie de bosser avec toi. Donc tu peux te permettre de mettre les prix hauts. Moi, ça m'est vraiment jamais arrivé, quelqu'un qui me dit ah, ton prix il est abusif, c'est mort. Ça peut être ah, je suis désolé, j'ai max 4 fois moins. Est-ce que tu es prêt à bosser pour ce prix? Mais au moins, en fait, tu sais c'était quoi leur pocket maximal. Et aussi, en fait, il vaut mieux faire moins d'OP, mieux payé, où tu seras mieux traité, que tout prendre en mode FOMO, j'ai peut-être raté des opportunités. Et surtout, en général, les gens qui te payent les moins bien, c'est ceux qui sont plus relous. Tu as fait une OP, tu as regretté parce que tu l'as accepté pour l'argent ou pour diverses raisons? Alors là, il y a une OP que je dirais pas que j'ai regretté, mais j'étais deg parce qu'en gros, c'était pour parler d'une asso. Je me suis dit trop bien, en plus j'ai vachement cut mon budget en mode trop cool, mais en fait c'était une marque qui voulait parler d'une asso. Et en fait, une fois que j'ai tourné, ils m'ont dit ah non, on n'entend pas assez de parler de la marque. Et du coup, je suis vraiment deg parce que la vidéo est pourrie. Moi, j'avais vraiment fait de base pour donner la force à l'asso. Et vous pourriez voir, c'est une de mes dernières vidéos sur TikTok qui a très peu marché. Je sais pas si je regrette, peut-être un peu, mais en tout cas, je me dis pas, je suis deg. Je suis juste frustré de pas être allé à bout de mon idée. Mais maintenant, je suis beaucoup plus radical. En fait, je dis c'est ça ou en fait je publie pas parce que ça a pas marché, ça m'intéresse. C'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour mon audience. Donc, je suis beaucoup plus radical sur la négociation aujourd'hui. Surtout quand c'est avec un intermédiaire qui est une agence qui va pas trop se mouiller pour toi et qui va essayer de faire un maximum plaisir à la marque. Donc, je me bats beaucoup plus et donc ça arrive assez rarement. Tu as parlé de l'année sabbatique tout à l'heure. Ouais. Tu faisais quoi avant? Moi, j'ai fait un master d'éco-gestion qui m'a pas énormément servi dans la vie. Après, je suis devenu photographe et vidéaste. Je bossais un peu plus dans la pub. Donc, ça m'a permis de comprendre un petit peu la vidéo, mais principalement première. Ça m'a pas vraiment appris l'influence parce que c'est une dynamique qui est assez différente. Mais en tout cas, j'avais quand même cet attrait pour l'image, quoi. Tu sais que tu avais une agence et normalement, pour découvrir, donc, il y en a qui mettent le lien dans une bio, mais dans le Kidipchi, il n'y a pas le lien vers ton agence, il n'y a pas le lien vers les comment tu fais Je suis ma propre agence et en fait nos produits ici on les vend, ça s'appelle ledealultime.fr et on en parle des fois en fin de vidéo, on en parle dans les mails,
on n'est pas trop pushy parce qu'en fait, c'est pas notre philosophie. Tu vois, le produit, c'est un peu un bonus. Mais si, on en parle et on communique à notre audience l'existence de cet abonnement. Une question simple, est-ce que tu n'as pas l'impression que TikTok et les réseaux sociaux sont en train de devenir la nouvelle télévision? Bah en fait, je sais qu'il y a beaucoup de l'attention qui était avant à la télé, qui aujourd'hui est sur les réseaux. Je sais pas si ça remplace vraiment, mais en tout cas, c'est là où est l'attention, c'est là où ça se passe. Et je pense qu'il y a plein de gens qui s'en rendent pas compte. Ouais, là, il y a une connexion et en fait, l'audience pousse. C'est comme tu sais, si tu regardes TF1 et tu dis putain, ce sujet il est bien, ben, je vais le pousser. Ça n'existe pas. Et c'est marrant parce que tu vois, j'en parlais avec des restaurateurs qui m'ont dit que finalement, une vidéo d'Ultime leur apportait beaucoup plus de clients qu'un passage sur M6 ou sur TF1, quoi. Donc effectivement, l'audience, l'attention et l'influence, elle est un peu en train de changer. Autre chose qui peut faire peur aussi pour se lancer dans la création de contenu, c'est le taux de personnes toxiques qu'on peut avoir sur ouais. dans son audience. Toi, entre le début et aujourd'hui, tu estimeras combien de pourcents? C'est trop bizarre. Combien de pourcents de mon audience est toxique? Alors déjà, c'est une micro-minorité, même si tu as tendance à trop te focaliser là-dessus. Je dirais que ça, déjà, c'est un problème de riche. Parce qu'au moment où tu auras des rageux, c'est que tu seras tellement visible et tellement performant que tu auras d'autres soucis, tu vois. Donc, faut pas commencer là-dessus. Les critiques, quand elles sont intéressantes, il faut les prendre. Ça peut t'aider à t'améliorer. Je pense que, encore une fois, si tu parles de quelque chose, tu vois, sur Guide Ultime, on parle des adresses. Donc, en fait, les rageux, ils vont dire « Ah, c'est dégueulasse » ou « C'est trop cher ». Et moi, je sais que c'est pas dégueulasse et je sais que c'est pas trop cher. Donc, finalement, je suis pas très impacté. Je reviens sur ce que j'avais dit sur ce truc de vie privée, vie publique. Je pense que quand tu donnes trop de toi, là ça peut être dangereux parce que les gens ils peuvent t'attaquer sur des choses très perso. Mais si tu es là pour une cause, pour parler de ta passion, écoute, il y a des gens qui seront pas contents, c'est triste et c'est pas grave. Et franchement, moi en tout cas, ça m'impacte pas trop. Je suis pas brisé tous les matins, tu sais, en regardant les messages en mode les gens ne m'aiment pas. Qu'est-ce que tu penses du nouveau format TikTok sur des vidéos beaucoup plus longues? Ouais. Ça te fera rapprocher de YouTube? Ouais, c'est exactement la guerre. Et c'est pour ça qu'en fait, la monétisation commence à 1 minute 1. Parce qu'en fait, YouTube Shorts fait des vidéos de moins d'1 minute. TikTok a vraiment la volonté de kill YouTube. Aujourd'hui, ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup d'attention. Donc en fait, il y a beaucoup de drop au niveau de la visibilité sur YouTube. Ils ont lancé Shorts. C'est intéressant, c'est là où ça se passe. C'est un peu, tu vois, on est dans le nerf de la guerre. Je pense que TikTok, ça restera le vertical qui va fonctionner. Aujourd'hui, je sais pas si vous savez, mais en gros, tu peux regarder des vidéos en horizontal sur TikTok pour vraiment faire comme sur YouTube. Je pense malgré tout que l'algo il est incroyable sur TikTok, que les gens sont vraiment accros. Donc c'est pour moi là où ça se passe. Mais malgré tout, YouTube restera YouTube, tu vois, avec les vidéos de Squeezie et de Cyprien enfin pas de Cyprien, pardon, de McFly et Carlito. La vidéo de Cyprien récemment a pas tant marché que ça. Ben, ça va continuer de cartonner parce que ça reste un rendez-vous, quoi. Mais en tant que nouveau créateur, moi je dirais vraiment full vertical. Et même sur YouTube, tu seras beaucoup plus poussé avec des shorts qu'avec des vidéos horizontales. Donc vraiment pour moi le vertical c'est le format déjà le plus organique, le plus simple à faire et qui est le plus intéressant pour apprendre et comprendre. Après plusieurs années de pause, ok. Tu penses que c'est bien de repartir sur la même chaîne ou alors il faut recréer une nouvelle chaîne et l'algorithme il va pas forcément nous aider? Ok, c'est ton cas? Tu faisais quoi comme vidéo? Des vidéos sur le sport, ok. Les concepts de boxe, etc. Ok. Je l'avais déjà fait à l'époque, un peu avant que Ibra fasse un peu. Avant Ibra. Bah en fait, je l'avais fait avec quelqu'un qui a fait des vidéos avec Ibra. Salaud. Voilà. Ok. Bon, ça avait bien marché. Ouais. J'ai arrêté, ça fait maintenant 6 ans. Ouais. Alors je suis pas dans ton cas, mais je pense que ça vaut le coup de repartir de zéro. En fait, souvent les plateformes poussent les nouveaux créateurs. Donc j'ai peur que ton compte a testé. Peut-être que tu verras que tes abonnés resteront. Mais je pense que YouTube se dit ce compte il est décédé. Tente quand même de mettre des shorts que tu republies sur toutes les autres plateformes, sur des nouveaux comptes parce que j'imagine que tu n'as pas un compte TikTok ou que tu as créé récemment. Ok. Bah go créer TikTok, essaye de faire sur Shorts et si au bout de 10 vidéos tu vois que ça prend pas du tout, bah refais un compte. Mais en fait c'est pas grave parce que tu peux dire putain c'est chiant je repars de zéro, mais en fait non, tu repars de toute l'expérience et de la compréhension que tu as compris du YouTube Game de l'époque et c'est le meilleur moment pour repartir avec un avantage comparatif par rapport aux autres, quoi. Et le sport marche très bien sur TikTok aussi. À un moment donné, à vouloir faire plus de contenu, ouais. J'ai fait du contenu moins qualitatif, donc les gens étaient moins intéressés. Ouais. Qu'est-ce que tu conseilles par rapport à ça? Je pense qu'au début, c'est bien de faire plein de contenu pour apprendre, comprendre et se créer un peu une audience. Après, je pense que quand tu as réussi à avoir des gens qui te suivent, moi j'ai des potes, ils font 2 vidéos par mois par TikTok, mais elles sont incroyables et elles cartonnent. Donc une fois que tu es un peu rodé, fais ce que tu kiffes.
Franchement, il n'y a pas trop de méthode, mais oui, fais pas du contenu pour faire du contenu. Si tu kiffes pas, si c'est... Non, c'est pas intéressant. Je pense que c'est pas la bonne strat. Et fais pas une vidéo par jour hyper quali si tu te détruis la santé et qu'au final, au bout d'un mois, tu pètes un câble, quoi. Ouais, non, et vraiment, il y a des gens qui disent, tu sais, sur les réseaux, tu fais pas assez de contenu, t'es pas visible. Moi, je vois plein de cas de gens qui font du super contenu de temps en temps, mais c'est tellement quali. Genre Willem, je sais pas si tu vois Willem. Tu vois Willem qui fait une vidéo tous les 4 ans, mais qui cartonne parce qu'en fait, les gens attendent tellement ce qu'il fait, c'est tellement bien que les gens sont contents. Ouais. Est-ce que tu les as toujours négociés tout seul ou dans ta prise d'agence? Ouais, alors j'ai beaucoup fait seul. Le problème des agences, c'est qu'ils prennent un gros cut. Si t'es pas à l'aise, ça peut avoir le coup de tenter. Aujourd'hui, ce qui se fait, c'est à plus ou moins 30%. Si on te demande plus, c'est un peu abusé, donc tu peux essayer de te mettre sur 30. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a des agences qui se foulent pas, et ça, tu t'en rends compte souvent après avoir signé. Donc, une des bonnes clauses à faire si tu veux bosser avec une agence, c'est dire contrat de 6 mois. Tu vois, comme ça, t'es pas engagé sur des années. Et globalement, tente avant agence, en fait, de mettre ton mail dans la bio. Plein de gens le font pas et c'est trop con parce qu'en fait les marques elles te trouvent pas, tu vois, ça savent pas comment te contacter. Franchement, si tu kiffes négocier, essaye, c'est cool à apprendre. Au bout d'un moment, c'est un bon deal avec une agence où tu sens que humainement c'est cool, ça vaut le coup. T'as des agences qui t'ont contacté, hein, je peux peut-être te conseiller. C'est filmé donc je peux pas dire n'importe quoi. Ok, fais attention, énormément de créateurs ont beaucoup de mauvaises expériences avec des agences, notamment sur engagement. En revanche, parfois ça se passe bien et si t'as la bonne agence qui vraiment t'aide à monter le niveau, ça te fait gagner du temps, tu vois. Parce que les négos, des fois c'est long et c'est chiant et t'as pas envie d'être dans ces histoires. Pour moi, la vraie valeur d'une agence, c'est de t'apporter du business. Tu vois, s'ils sont pas capables de faire ça, si juste ils négocient les contrats qui sont entrants, en fait, ça tu peux le faire. Et donc, il y a des agences qui bossent bien. Il y a des agences, en fait, c'est horrible, mais qui vont prendre tes clients potentiels et qui vont le donner à d'autres créateurs. Parfois, pas souvent, mais relativement de manière régulière. J'entends des histoires qui se finissent mal. Donc, faut faire attention à ça. Après, je connais des très bonnes agences. Écoute, si tu veux, on en parlera en privé tout à l'heure. Je te dirai ce que je pense des retours que j'ai eus. Sans caméra. Ouais. Ouais, alors en gros, Emblème, c'est Edouard, c'est un gars qui s'est dit j'ai proposé aux créateurs, enfin à n'importe qui, de faire du contenu contre de la bouffe gratuite. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les restaurateurs sont ravis d'offrir de la bouffe et il y a plein de jeunes qui sont chauds pour bouffer gratos contre une petite vidéo. Les restos veulent du contenu, les gens sont OK pour bouffer gratos contre une petite vidéo. Et voilà, c'est mettre en lien ces gens. Oui. Par rapport aux témoignages et vidéos, témoignages que ce soit pour aller dans les appartements des gens, que ce soit des témoignages, etc. Ouais. Alors, il y a deux trucs. Il y a les témoignages d'histoire de vie. Ça, c'est vraiment plus des gens dans la rue au début. Maintenant, c'est beaucoup de gens qui me contactent. Mais c'était vraiment moi avec ma caméra qui allait voir les gens en mode hey, salut, je peux te filmer. Je prenais 90% de non. Mais au moins, ça filtrait parce que les gens qui disaient oui, ils étaient trop sympas, ils avaient toujours des histoires de ouf. Pour la partie appart ou resto, tu vois, c'est marrant, mais typiquement, les restos, on fait plus le hey, salut. Je pose juste la question, c'est quoi ton resto préféré ? Mais dans l'imaginaire collectif, c'est quelqu'un que j'ai rencontré dans la rue. Donc, non, c'est des gens qui me contactent et qu'on met en avant. Avant, sur les apparts, et je fais un peu, il y a le hey coucou, mais ça c'est complètement scripté. Après, tout le reste, c'est complètement sincère et c'est très spontané. Je connais pas les apparts, je sais pas de quoi les gens vont parler. Et surtout, je dis aux gens, me le dites pas, parce qu'en fait, je préfère découvrir, c'est plus de surprises. Notamment, là, j'avais fait avec un appart qui était ouf, c'était une boutique là d'angle, je sais pas si t'as vu, qui était une maison d'artistes de ouf. Et pareil, là, j'ai dit, c'était avec maison atypique, j'aurais dit, me dites pas ce que c'est, j'ai vraiment envie de découvrir. Et du coup, t'es trop content, tu vois, tu découvres. Et je suis un très mauvais comédien, donc c'est si je commence à dire, mais non, incroyable, genre c'est trop nul de ouf, donc ça vaut pas le coup, vraiment. T'as créé ta marque de vêtements, ouais, tu l'as vendue à l'international. Aujourd'hui, tu essaies de te recentrer sur le marché français. Tu communiques en quelle langue ? Ah ouais, c'est chaud. Peut-être recréer des comptes pour que les algos comprennent que tu fais du contenu francophone et qui montre vraiment à des Français. Ça, c'est un truc qui marche très très peu. C'est les gens qui se disent j'ai touché tout le monde, je vais mettre en 4 langues. Et en fait, il n'y a vraiment personne qui les regarde. Ouais. Désolé, c'est radical, mais malheureusement. Ouais, dernière question. J'ai pas de question, mais je te dis merci, c'était vraiment long. Ah, bah écoute, si ça vous a plu. Bah, très content de vous avoir partagé tout ça et puis bah, bon appétit. Vas-y, mets-toi au middle. Je sais pas si je vais avoir tout le monde avec le ghetto là. Attends, moi je suis le plus petit des deux là. T'es pas dessus. Oh, est-ce que je fais la blague avec